que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on entame la 16e journée d'audience dans le procès de l'affaire Jubilard. On est à la 3e et dernière semaine. Et donc ça va être l'audience du mercredi 15 octobre, qui va être consacrée donc à la suite des plaidoiries des avocats des parties civiles, donc à savoir les avocats des enfants du couple Jubilard, maître Chmany et maître Boguet. Et la suite de la journée sera consacrée aux réquisitions du ministère public. Donc c'est parti, let's go, j'y vais. Mercredi 15 octobre, dernière ligne droite au procès de Cédric Jubilard. Place aux plaidoiries de Laurent Boguet et Malika Chmany, avocats de Louis et Elia, les enfants des époux Jubilard. Puis les avocats généraux délivreront leurs réquisitions. Donc ça promet d'être assez intense en émotion, j'imagine, puisque là on va parler des enfants du couple et comment ils subissent les répercussions de tout ce qui se passe depuis la disparition de leur mère. L'audience est ouverte. Malika Chmany s'avance à la barre. Elle s'appuie de ses deux mains sur le pupitre. Quand on fait des recherches sur Google et qu'on tape Louis et Elia, on obtient 17 600 résultats. Lorsqu'on tape Delphine Jubilard, 9 060 000 résultats. Et pour Cédric Jubilard, 926 millions de résultats, déclare-t-elle en préambule. « Eh oui, monsieur Jubilard, vous êtes célèbre », lance-t-elle en regardant l'accusé dans son box. « Le plus célèbre cocu de France, je ne sais pas », poursuit-elle, évoquant une phrase que Cédric Jubilard aurait prononcée en détention. « Vous êtes tristement célèbre. C'est lourd, très lourd pour des enfants de 6 et 11 ans, et je pense qu'ils s'en seraient bien passés », souligne l'avocate. Elia ne comprend pas, mais Louis, il comprend tout. Il a cet air grave, et ce nom tellement difficile à porter. Il est au collège, là où les plus grands ont des téléphones portables. On est au courant de tout, en direct, poursuit Malika Chmany à la barre. L'avocate rappelle que pour Delphine Ozaguel, ses enfants c'était tout pour elle. Elle organisait sa vie autour d'eux, c'était sa priorité. Elle parlait tout le temps d'eux, même au travail, souligne-t-elle. À de multiples reprises, devant différents témoins, M. Jubilard a été violent à l'égard de Louis, parce qu'il pense qu'un enfant doit avoir peur de son père. Mais on est au-delà de quelques gifles et d'un tirage d'oreille. C'est de la maltraitance, dénonce l'avocate. Pour moins que ça, on est jugé en correctionnel et on a un retrait d'autorité parentale, précise-t-elle. Gifles, tirage d'oreille, coup de pied, tape derrière la tête, fessée cul nu, punition très longue, genoux à terre sur des Legos, parce que ça marque mieux, main derrière la tête, des insultes, cancre, bête, C-O-N-N-A-R-D, un petit échantillon, détaille Malika Chmany. Elia, c'est son jeune âge qui l'a sauvé, estime l'avocate, rappelant que son père a pu dire la concernant à son épouse « Tiens, prends ton handicapé », peut-être parce qu'elle ne marchait pas encore à 18 mois, observe l'avocate. N'importe quoi, ajoute-t-elle. Elle lit les déclarations de Séverine, elle, qui a partagé la vie de Cédric Jubilard pendant 2 mois, en 2021, avant son incarcération. Il met des claques à Louis d'une telle violence que je n'aimerais pas les prendre, a-t-elle pu déclarer. Cédric Jubilard lui met un genou à terre comme un chien. Louis, il a très peur de son père. Il est tétanisé quand il s'énerve. Louis le craint vachement, a également dit Séverine, elle, aux gendarmes. Du 16 décembre 2020, donc date de la disparition de Delphine, au 16 juin 2021, date de l'incarcération de Cédric en détention provisoire, placé en détention provisoire, Louis et Elia vivent sous la responsabilité de leur père. Heureusement, il y aura Madame Fabre, la mère de l'accusé. Heureusement, il y aura des oncles et tantes. Heureusement qu'on a essayé de mettre notre nez là-dedans, lance-t-elle. Mais la plupart du temps, Louis et Elia sont livrés à leur père. 6 mois. C'est long, ajoute l'avocate. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Louis ne cache pas certaines choses. Je ne suis pas là pour livrer des scoops, faire du théâtre. Je veux juste que Louis grandisse bien. On espère qu'il va aller jusqu'au bout de ce chemin, qui va être long, dit-elle. Malika Chmany décrit l'état d'hypervigilance de Louis et relate les différentes rencontres qu'elle a eues avec le petit garçon au fil des années. Une première rencontre est organisée quand il a 7 ans. Il est au CE1, il est à l'école,
Il a changé d'école et il a perdu ses meilleurs copains. Il veut être pompier pour sauver des vies. Il fait du sport, du foot, rapporte Malika Chmani. Ma mère, quand j'étais au lit, elle a fait une balade dans la forêt et elle s'est perdue. Papa, il est en prison pour aider à l'enquête, pour retrouver maman. Des fois, il me disait « Je suis con, va dans ta chambre, dépêche-toi », déclare-t-il. Elle revoit le petit garçon. Le 12 juin 2023, il a 8 ans et demi. Il est au CE2. Il travaille bien en classe. Il veut être carreleur pour bien gagner ma vie. Pour bien gagner sa vie. À la maison, avec tonton et tati, ça se passe très bien. Il ne joue plus au foot. Il fait du rugby, rapporte-t-elle. Il nous dit que papa est en prison parce qu'il ne dit pas la vérité. Mon père, j'aimerais qu'il sorte. C'était bien avec lui, on s'amusait beaucoup. Il me manque, papa, j'aimerais le voir, relaie Malika Chmani. Elle lui propose donc, avec son confrère Laurent Boguet, d'aller voir le juge des enfants pour demander à le voir au parloir. Non, mais j'ai pas envie, en fait, répond Louis. Les avocats le revoient le 11 juin 2025. Louis a 10 ans, il est au CM2, il a de bonnes notes, entre 15 et 20. Des fois, il dit « Je veux être plombier ». Un autre jour, autre chose, relève l'avocate. Il raconte comment ça se passe à la maison, avec papa Patrice et maman Stéphanie. Il a besoin de stabilité, de se raccrocher à une maman et à un papa, poursuit-elle. Stéphanie est la sœur de Delphine Ozaguel, Patrice est son mari. Il dit « Papa, je n'ai plus envie de le voir. Ça dépend s'il change. Il paraît qu'il faut attendre beaucoup de temps avant de le voir. Je suis en train de lui écrire, mais je veux que personne ne lise. Je vais lui expliquer comment ça se passe à l'école, rapporte l'avocate. Cette lettre, il n'a jamais réussi à l'écrire, précise Malika Chmani. Elle cite d'autres propos de Louis en juin dernier. Je pense que papa, il a fait du mal à maman. Il était méchant avec elle. Ça a pu se passer la nuit, quand je dormais. Maman, elle nous aimait. C'est impossible qu'elle parte sans nous. Elle cite toujours à la suite « Je suis bien sûre que c'est papa. Je vois personne d'autre qui aurait pu lui faire du mal. » Il raconte. Des fois, il me mettait au coin sur des Legos et je pleurais. Je regardais l'heure, ça durait longtemps. Louis raconte aussi, toujours en juin dernier. Une fois, je me suis trompée sur les devoirs. Il m'a tapé la tête qui a cogné la table. Ma dent est tombée. J'ai pleuré. Il m'a dit que c'était ma faute. « Qu'est-ce que tu veux qu'on dise au procès ?» lui demandent alors ses avocats. Lui dire qu'ils disent la vérité si c'est lui. Même si je pense que c'est lui, répond Louis. Il confie vouloir changer de nom parce qu'il a peur qu'on lui demande à la rentrée au collège. « T'es pas le fils d'eux ?» Juin 2025 est une période très compliquée pour Louis, qui se bagarre un jour à l'école. Il tente aussi de venir en aide à Chana, une camarade violentée par sa mère. Chana, c'est un peu comme moi, mais elle, c'est sa mère qui la frappe, explique-t-il. Elia, sa petite sœur, est aussi reçue ce jour-là. Elle a 6 ans, est en grande section. Elle est contente d'aller à l'école, elle va super bien. Elle est rayonnante, spontanée, naturelle. Elle n'a pas cet air grave que porte Louis, pointe Malika Chmani. Le 27 août, cette année, les enfants sont de nouveau reçus par les 2 avocats. Aux informations, j'ai entendu que papa Cédric a étranglé maman. J'ai vu papa et maman plusieurs fois à la télé, rapporte Elia. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise à ton papa, lui demandent les avocats. Que je l'aime, que j'aimerais savoir où est maman Delphine, et peut-être que papa, quand il me verra, il va voir que j'ai grandi, dit la petite fille. Cet été, j'ai eu une baguette magique. Des fois, je fais des souhaits, je dis abracadabra, pour que maman revienne. Ça me permet de ne pas l'oublier. J'ai peur de l'oublier, ajoute Elia. Louis déclare « J'aimerais me réveiller, savoir où elle est. Je pense à maman, les bons moments que je me rappelle, c'est quand on est sur le canapé, à se faire des câlins. Papa, je veux plus le voir maintenant, après avoir fait ça. » Il poursuit. « Sûrement, il n'a pas accepté la séparation. Il aurait pu lui dire, relaie l'avocate qui lit ses propos. Il est en colère, Louis, souligne-t-elle. Maintenant, je me rappelle plus que des mauvaises choses avec papa. J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il revienne me chercher. Je veux aussi que tu demandes où est-ce qu'elle est, maman. Où est-ce qu'elle est, maman, déclare également Louis en août. Les avocats déjeunent ensuite avec lui un midi, après la rentrée au collège. Le procès se rapproche et tous les matins, le petit garçon prend le bus. À la radio, on parle de l'affaire régulièrement. Le petit garçon demande à venir au procès. Peut-être qu'à force de me voir, il va être sensibilisé et il dira des choses. Il n'y a que moi qui peux raconter ce que j'ai vécu, justifie-t-il. Les avocats y réfléchissent puis refusent pour le protéger. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais bon. Après, j'imagine que même s'il avait pris la parole au procès, c'est pas ça qui aurait fait flancher son père. Je pense pas.
Son avocate lit la lettre qu'il a écrite et qui a fuité sur les médias. Donc une lettre écrite sur une feuille de cahier et qui a été reproduite dans plusieurs médias, ce qu'elle déplore avec colère. Bah, c'est bien que ça a fuité, hein. Au bout d'un moment, la lettre a fuité et ça ne peut être que de la part de, je ne sais pas, des avocats ou des magistrats, a priori. Hein. Je reprends. L'enfant y écrit donc en détail les maltraitances qu'il affirme avoir subies de son père. Lorsque j'étais tout seul avec lui, il me demandait de baisser le pantalon pour me mettre des fessées. Aussi, Cédric m'insultait beaucoup, comme petit ou gros CON, déclare-t-il. Sur la soirée du 15 décembre 2020, il déclare « J'ai entendu Cédric ouvrir la porte de sa chambre pour rejoindre maman dans le salon et une dispute est survenue. Pour qu'ils arrêtent, j'ai jeté un Lego dans le couloir. Cédric est venu me voir. » Donc, selon lui, son père s'est relevé puisqu'il était censé être couché depuis 22h30 et lui il prétend avoir dormi d'une traite de je sais plus, 22h30 jusqu'à environ 4h du matin lorsqu'il a été réveillé par les pleurs de sa fille. Or, son fils dit le contraire, il dit que son père s'est levé. La suite, je faisais semblant de dormir et après je me suis rendormie pour de vrai. La conclusion de la plaidoirie de Maître Chmany. Vous n'avez pas de baguette magique et Delphine ne reviendra pas. Il est temps pour eux d'avancer. Ils n'ont eu de vérité de la bouche de leur père. Ils n'ont pas eu de vérité de la bouche de leur père. Je viens la chercher ici. Justice et vérité pour Louis et Elia. Donc je rajoute certains tweets qui apparaissent dans les posts d'un autre journaliste qui a détaillé un peu plus. Donc vers la fin de la plaidoirie de Maître Chmany, ce procès s'achève et Louis et Elia n'ont jamais eu de réponse à leurs questions, monsieur Jubilard. Vous n'avez pas été à la hauteur des demandes de vos enfants. Ils méritaient mieux que ça, monsieur Jubilard. Il n'y a pas eu de Noël. Il n'y en aura aucun autre. Ils sont condamnés à vivre sans leur mère. Il ne leur reste que des photos, des souvenirs qui s'estompent. Vous n'avez pas de baguette magique, mais Delphine ne reviendra pas. Voilà, pour la plaidoirie de Maître Chmany. Donc, suite à cette plaidoirie, dans la salle, beaucoup de gens retiennent leurs larmes parce que c'était particulièrement émouvant. Et Cédric, comme à son habitude, reste impassible, totalement impassible. Maître Boguet, donc le confrère de Maître Chmany, qui est également avocat des enfants du couple Jubilard, va plaider. Madame les présidents, mesdames et messieurs les jurés, lorsque ma voix se sera tue, les parties civiles auront exprimé leurs convictions. Ma voix est porteuse de celle des autres. Nous avons essayé de vous transporter dans ce qui est la réalité d'un dossier, non pas sans boursouflage médiatique, mais parce que vous êtes les juges d'une vie. Je porte ces voix et je les amène devant votre justice. Les voix d'enfants qui ne comprennent pas pourquoi leurs mamans ne reviennent pas, qui par leur vérité simple vont répondre à l'injustice et au mensonge. Ces voix-là ne tremblent pas. Elles appellent, elles ne jugent pas, elles réclament et demandent justice. Nous allons cheminer sur un dossier dans lequel on nous dit que sans corps et sans aveu, on ne peut pas condamner. C'est faux, et vous allez le dire dans votre décision. Je crois que ça a été dit. Nous sommes dans un dossier qui est un dossier de féminicide. C'est facile de le définir. Nous sommes dans cette réalité-là. Des réalités alternatives ont été proposées. Elles ont été finement exploitées en dépit de ce qu'essaye de dire la défense. C'est le procès du rêve brisé pour Delphine, qui était un ange, sans doute, mais surtout une femme qui avait l'aspiration de vivre heureuse. Et elle ne l'était plus avec Cédric Jubilard. Donc Maître Boguet rappelle qu'il porte la voix des enfants qui ne comprennent pas pourquoi maman ne revient pas, qui cherche son visage dans les photos, et il y a dans certaines odeurs des vêtements. Ce meurtre a été commis de manière domestique rue Yves-Montand, à Cagnac-les-Mines. Nous sommes dans un dossier donc de féminicide. C'est facile de le définir. Il faut qu'un conjoint ait donné la mort à sa compagne. Nous sommes effectivement dans cette réalité-là, poursuit-il. C'est le procès du rêve brisé pour Delphine, qui était effectivement un ange, mais de manière plus large, une femme qui avait humblement l'aspiration de vivre heureuse. Elle n'était plus au contact de Cédric Jubilard.
L'avocat retrace en détail, en parlant très vite, la version de Cédric Jubilard sur la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et les incohérences de celui-ci. À la veille du 15 décembre, on est au bord de l'éruption volcanique. C'est la chronique d'un drame annoncé, souligne-t-il de sa grosse voix. L'avocat rappelle que l'accusé allait jusqu'à violenter son fils en public. « Qu'est-ce que ça dit de Cédric Jubilard ?» interroge-t-il, et de répondre « Je vous E-M-M-E-R-D-E. Point d'exclamation. Je fais ce que je veux avec mes chiens, avec mes enfants, et je fais ce que je veux avec ma femme. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, lance-t-il. Précision, Cédric Jubilard, assis dans son box, écoute attentivement les deux plaidoiries depuis ce matin, les jambes toujours agitées de secousses. Le haut du corps ne bouge pas ou peu. Delphine Ozaguel est assaillie par les reproches, par les humiliations, un peu comme quand il tire l'oreille du petit Louis en public. Elle se fait rétamer publiquement. C'est un phénomène de vase communicant. Laurent Boguet parle beaucoup, ne regarde que peu ses notes. Sa plaidoirie est dense, il raconte toute l'affaire. On arrive à la volonté de Delphine Ozaguel de divorcer à l'été 2020. À un moment donné, elle va décider de choisir sa liberté. C'est tellement énorme, il va mettre quelques semaines, voire quelques mois, à le digérer, relève l'avocat. L'avocat revient sur le témoignage d'une ancienne voisine du couple, à Arthès, qui avait affirmé avoir entendu l'accusé dire à son épouse enceinte de se mettre à genoux. Dans son box, Cédric Jubilard a affirmé qu'il ne s'en souvenait pas, mais qu'il avait pu parler au chien. Cédric Jubilard, c'est un foutage de gueule permanent, lance Laurent Boguet d'une voix forte. Oui, je me souviens de cet épisode où il disait non, non, la voisine a confondu, je m'adressais à mes chiens. Oui, donc ces chiens où il lui disait agenouille-toi, bon, ça n'avait aucun sens, effectivement. C'est lui qui fixe la mélodie, le la de la mélodie. Il fait le récit de base en appelant les gendarmes. Il dit tout va bien, dans le meilleur des mondes possibles. Certes, on allait divorcer, mais tout allait bien. Je ne me disputais pas avec ma femme. C'est pourtant tout le contraire qui a été prouvé tout au long du procès. Bon. Il a reconnu l'existence d'une dispute 3 jours avant pour contrecarrer Louis. Il est toujours dans l'adaptation. On va de temps en temps coucher ensemble et elle mastique le poireau en pleine nuit. Tout va bien. Et d'ailleurs, à aparté, quand il parle de la dispute avec Louis 3 jours avant la disparition de Delphine, il prétend qu'en fait son fils a confondu la soirée où Delphine disparaît avec les 3 jours avant où effectivement il aurait disputé son fils. Voilà. Évidemment, c'est lui, il faudrait le croire sur parole, ce ne sont que des paroles. Si j'avais pu expliquer à ces enfants qui traversent le drame de la mort de leur mère que leur père n'y est pour rien, croyez-vous qu'on ne se serait pas privé de cette bonne nouvelle? Le discours de Cédric est parfaitement huilé. Il dit avoir été réveillé par les cris d'Elia, qui ne va bien évidemment pas lui apporter de contradiction. Il ne dit pas regarder vers lui, car tout se passait bien. Il y a une véritable tension qui s'est créée à la veille du 15 décembre. On est près d'une éruption volcanique, il y a tous les signaux. La fumée et le crépitement de la lave, c'est la chronique d'un drame annoncé. On a cette réalité, c'est une relation qui se déséquilibre. Cette femme qui est accablée par la tâche, qui voit des gens mourir dans son travail, elle est en première ligne dans les tranchées. Quand elle est avec lui, elle s'éteint. Elle a peur d'avoir honte. Elle est obligée de baisser la tête. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de considérer que très souvent, quand une femme mariée, mère de 2 enfants en instance de séparation, disparaît à l'intérieur de sa maison, il y a peut-être lieu de se préoccuper de savoir ce qu'a fait le mari, poursuit-il. Il donne des statistiques sur les féminicides. Une femme disparaît tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Et dans 80% des cas c'est quand même assez énorme, c'est dans les heures qui suivent l'annonce de la séparation. Ça ouvre méchamment le champ du possible, estime-t-il. Laurent Boguet relève que l'étranglement est le 2e mode opératoire qu'on retrouve au niveau des féminicides. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je lis... oui, je sais, je me répète, mais j'aime bien me répéter parfois. Je lis les tweets de Juliette Campion et de Mathieu Fourquet
parce que je trouve que l'un comme l'autre, ils apportent des détails, mais à chaque fois, c'est des détails différents. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir le condensé des deux, en fait. Donc, c'est intéressant de savoir que l'étranglement, c'est le deuxième mode opératoire qu'on retrouve au niveau des féminicides. Et on rappellera qu'un étranglement, ça ne laisse pas de traces de sang. Quand ces deux personnalités entrent en collision, donc Cédric et Delphine, alors qu'il est totalement dépendant du foyer, ça ouvre le champ du possible. On atteint quelque chose qui est mortifère. Cette pauvre femme n'en peut plus. Quand elle rentre chez elle, elle est assaillie par les reproches, par les humiliations. Elle se fait rétamer publiquement. Et c'est dans le huis clos familial. C'est épouvantable. Il entend dominer et posséder sa femme. Il multiplie les agressions, les humiliations publiques sont des agressions. Et là, brutalement, elle va décider de choisir sa liberté. Là, c'est tellement énorme que Cédric Jubilard va mettre quelques mois à le digérer. Ce n'est pas le bonheur incarné, elle en a juste ras-le-bol. Elle souffre avant de décider d'aller voir ailleurs. Elle veut juste quitter son quotidien. Ce qu'elle ne supporte plus, c'est que le 15 du mois, il n'a plus d'argent et il vient taper dans le portefeuille de sa femme et dans le livret des enfants que seule sa femme alimente. Il a besoin de shit, c'est son plaisir. Il dit qu'il remboursait. Il reste 4,50 € sur le compte de son fils. Une femme disparaît tous les 3 jours sous les coups de son compagnon et dans 80% des cas, à l'annonce d'une séparation. Ça ouvre encore, méchamment, le champ des possibles. Il y a dans ce dossier quelque chose de très engageant, même de le mode opératoire retenu, l'étranglement qui est le deuxième mode opératoire des féminicides. Il y en a un autre. S'il y a bien une catégorie de meurtre où l'on annonce le crime en amont, c'est bien le féminicide. Cédric Jubilard est complètement dépassé. Tout ce qui l'entoure le prend et le dévore. Les choses s'étiolent. Il va devoir faire avec une réalité. Il avait le sentiment d'être dépossédé. Quand on n'a rien, on n'est rien. Tout est en train de s'effondrer. Et l'étranglement, ça va beaucoup plus loin en matière de féminicide. On arrête le souffle, la profusion des mots qui tuent. Il peut supprimer toute notion de dialogue pour entrer dans la violence. La violence pour rétablir la domination. Si les mots ne fonctionnent plus, on passe au braquet supérieur. Cet orage intérieur ne peut pas être neutre. Tout tourner en dérision, tout critiquer ne gomme pas. Les faits sont têtus. L'avocat s'agace du fait que Cédric Jubilard relativise en permanence les menaces de mort qu'il aurait proférées devant témoins à l'encontre de son épouse. Lorsqu'on annonce qu'on va tuer, qu'elle va être enterrée, et qu'on ne la retrouvera jamais, et que 5 ans plus tard, c'est la réalité, par définition, c'est accablant. Tonne Laurent Boguet. Ah, il rigole pas, hein, Laurent Boguet. En même temps, il a raison, c'est-à-dire le type, il est dans une posture de fanfaronner, à chaque fois de dire à qui veut bien l'entendre, oui, c'est moi qui suis responsable de la disparition, je l'ai enterré, je m'en suis débarrassé, patati patata. Et après, il s'étonnerait que pendant le procès, on lui reproche qu'il aurait menacé sa femme à plusieurs reprises, etc. Alors qu'il y a plusieurs témoins qui relaient ces affirmations, en fait. Il a quand même une drôle, je sais pas, il a quand même une drôle de ligne de défense. S'il est vraiment innocent, comme il le prétend, pourquoi aller fanfaronner qui s'en est pris à sa femme, qu'il a planqué le corps, que jamais personne ne le retrouvera? Pourquoi rentrer là-dedans? C'est complètement débile, en fait. Je comprends pas, en fait. C'est quoi cette psychologie? Il devrait plutôt essayer de trouver qui est responsable de sa disparition. À la limite, il aurait pu s'intéresser plus à l'amant en disant, voilà, je le trouve louche, etc. Mais là, non. On dirait il n'a aucun avis, aucune réflexion. Il est là, impassible, inflexible, il attend que ça se passe, et il dit toujours les mêmes choses, je suis innocent, je me souviens pas, c'est une menteuse, c'est un menteur. Super, la ligne de défense, c'est quand même pas génial hein, pour quelqu'un qui se prétend innocent, je trouve. Hein. Je reprends. Son copain qui le fournit en cannabis explique que Cédric lui a confié qu'il allait la tuer. Voilà.
Donc il fait des menaces de mort. Il le dit à une autre femme, à un autre moment, il le dit à Anne, je vais lui faire à l'envers, et sa mère, je veux la tuer, l'enterrer dans un endroit où on ne la retrouvera jamais. La charge de phrases. Moi, je n'ai jamais prononcé ces phrases-là. Et de temps en temps, il éprouve le besoin de s'ouvrir, il en parle. Quand il est enregistré à son insu, il ouvre des pistes, il parle d'un amant éconduit, il dit que ce dernier a dû la tuer. Ah si, donc là, il en parle quand même. Se mettre à pleurer, dissimuler le corps. Oui, comme il dit qu'elle a fait le djihad, qu'elle a été enrôlée, qu'elle est partie en Espagne vivre sa best life, qu'elle a été enrôlée par les témoins de Jéhovah, et je ne sais quoi encore. Ce n'est pas votre histoire, monsieur Jubilard? Il ne pose pas de questions, car il sait que sa mère dit la vérité. Quand on annonce qu'on va tuer et faire disparaître quelqu'un qu'on ne retrouvera pas, et que c'est la réalité, c'est accablant. Il y a un élément qu'il ne faut pas passer sous silence. Delphine fait une erreur. Elle permet le contact par visio interposé. C'est tout sauf neutre. Louis ne l'a jamais dit à son père, il nous l'a dit. Louis ne l'a jamais dit à son père, il nous l'a dit. C'était un secret avec son père. Il l'a dit à Nadine, qu'il a peut-être dit à son père. Et ça va déclencher quelque chose de très concret. Cédric Jubilard est un des menteurs les plus pathologiques qu'il m'ait été donné de rencontrer dans un box d'accusés, s'indigne également l'avocat toulousain. Ah ça, pour être menteur, c'est-à-dire il traite les autres de menteurs, quand ils ne font que relayer les propos qu'ils ont entendus, qui sont sortis de sa propre bouche. Mais lui, il a vraiment la palme, en fait, du mensonge. Hein. C'est un mythomane, mais à un degré stratosphérique. Hein. Il dépasse tout le monde, là, je pense. Hein. Donc, on revient sur la discussion, donc le fait que Louis a confié à sa grand-mère qu'il avait vu en visio le copain de Delphine. Donc, évidemment, ça va déclencher tout un tas de choses. Et qu'est-ce qu'il se passe? Détective privé, voilà, il engage un détective privé, Cédric Jubilard, il fouille, il trouve les voitures, la lingerie, c'est la première étape, il rend le crime possible. Ça irait mieux si elle disparaissait, et ça monte progressivement. Il est en panique, en colère, des sentiments, des pulsions qui se mêlent complètement. L'avocat se projette dans la soirée du 15 décembre 2020 lorsque, selon lui, il aurait surpris son épouse sur son téléphone à envoyer des messages à son amant. Le 15 décembre, il y a une découverte. Delphine entre en relation avec Cathy. Ça discute et ça obtient un woman agreement. On prendra le temps de se rencontrer dans de meilleures circonstances. Vous l'avez vu sourire en disant qu'il a été déçu en voyant Don-Agent. De quelle hauteur se place-t-il pour juger les autres? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon. Bref. La journée avance. On s'achète du vin, on est le soir. Don-Agent, lui dit, elle accepte la rupture. Elle est sur le canapé, emmitouflée avec son petit Louis, en train de manger des bûches. Il se souvient de ça, il a fixé ses souvenirs. Il y a le dernier message à 22h55, il la surprend. Il pète les plombs, et pourquoi ne lui aurait-elle pas dit ce jour-là? Et l'autre, il pète les plombs, puisque c'est comme ça, on va se séparer, tais-toi, et on m'étrangle, pas pour tuer, on étrangle pour faire taire. Alors ça, c'est le scénario qui est proposé par Maître Boguet. Hein. C'est pas, évidemment, forcément de cette façon-là que les choses se sont déroulées. Donc, il pète les plombs. Alors, il dit ça en hurlant, l'avocat. C'est la dernière des phrases qu'il avait envie d'entendre, puisque c'est comme ça, on va se séparer. On n'étrangle pas pour tuer, on étrangle pour faire taire. Tais-toi, hurle-t-il, se mettant dans la peau de Cédric Jubilard. Encore une fois, c'est pas forcément comme ça que les faits sont déroulés. Effectivement, Cédric, en se levant, a pu surprendre une conversation, enfin les échanges de SMS, les photos entre Delphine et son amant. Mais rien ne dit, parce que là, je sais pas, quand il dit ça, ça sous-entend en fait que le mec, il pète les plombs, que c'était pas un meurtre prémédité, donc que c'était vraiment un coup de sang, limite un homicide involontaire, enfin non, plus un homicide volontaire, puisqu'il y a quand même volonté de tuer, d'ôter la vie.
Mais là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il fait un scénario où il écarte le fait que Cédric Jubilard aurait pu préméditer son geste, ce qui est fortement possible aussi, puisque s'il était au courant que sa femme, donc Delphine, avait un amant depuis un certain temps, il pouvait très bien préméditer les choses. Or là, le scénario qu'il propose, c'est plus le type qui a un coup de sang. Enfin, je trouve, hein, maintenant. Donc, je reprends. Laurent Boguet s'adresse régulièrement au juré. Est-ce que c'est complètement déraisonnable, ce que je suis en train de vous dire? Interroge-t-il. Bah non, non, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il s'est passé? En réalité, ce petit, donc en parlant de Louis, n'invente rien. Il a vu et peut-être vu davantage. Ne malmenez pas, vous, ses propos. Ne dites pas qu'un gamin de 6 ans, ça amalgame, que c'est trop CON pour se souvenir. Et j'ai eu 4 enfants et ils étaient intelligents à l'âge de 6 ans. Ce petit gamin vous dit « Moi, j'ai entendu papa et maman discuter. Vous ne dormiez pas, monsieur. Vous ne dormiez plus. » Donc là, il fait directement référence au fait que Cédric prétend qu'il ne s'est pas relevé, alors que son fils témoigne en disant que, enfin, il ne témoigne pas à la barre, mais il l'a dit dans sa lettre, qu'il aurait vu ses parents se disputer ce soir-là. Ce ne sont pas des interprétations, non, c'est le dossier. Je vous parle de la parole d'un témoin. Il s'empoigne entre le canapé et le sapin. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir à quel moment ils ont posé le sapin de Noël, parce que l'enfant dit « J'ai vu mes parents se disputer et je ne peux pas me tromper du jour parce qu'il y avait le sapin. » Parce que, évidemment, Cédric prétend que non, il s'est trompé de jour, que c'était 3 jours avant. Est-ce que 3 jours avant, le sapin de Noël était déjà posé? Petite question comme ça, je me faisais la réflexion. Donc je reprends. Louis est en colère. Papa dit qu'il n'a rien fait aux gendarmes et aux juges. Mais pourquoi il parlait au monsieur en prison et moi, il ne m'a rien dit à moi? Voilà ce qui torture un gamin de 11 ans. Il y a le drame et ce qu'on décide d'en faire, c'est important que vous l'entendiez. Cédric Jubilard est un chat qui retombe toujours sur ses pattes et quand il est coincé, il vous griffe les yeux. Il n'est pas meilleur que Jonathan Daval, ça va lui faire de la peine. Ouais. La terre est ronde et la voiture a été utilisée cette nuit-là, insiste l'avocat concernant la 207 de la victime qui aurait servi, selon l'accusation, à transporter le corps de celle-ci. Le téléphone éteint. Éteint comment? On ne sait pas trop. Et j'énerve quand je pose des questions. C'est intéressant. Cédric Jubilard, c'est un chat, donc qui retombe toujours sur ses pattes. Oui, c'est pas clair non plus, hein, cette histoire de téléphone, parce que pour rappel, dans ses premiers témoignages, enfin ses premières auditions, il dit « Je suis sorti, j'ai fait une petite balade café-clope sans prendre les chiens. » Ensuite, il dit qu'il a pris les chiens. Donc, c'est plus la même balade, puis ça dure une demi-heure à 3/4 d'heure. Ensuite, de 22h04 à 22h08, vite, il est rentré chez lui, il a pris une douche. Ensuite, il dit qu'il éteint son téléphone en mode avion alors qu'il ne le fait jamais parce qu'il n'y a plus de batterie alors qu'il en reste 40%. Ensuite, on apprend que son portable, il est éteint totalement. Mais alors, bizarrement, pourtant, il se sert toujours, alors qu'il ne le fait jamais, d'éteindre son téléphone. D'autant plus qu'il s'en sert comme de réveil le matin pour se lever. Et là, comme par hasard, le portable est éteint. C'est quand même un peu bizarre, hein, toutes ces contradictions. C'est assez drôle la comparaison avec Jonathan Daval, parce que Jubilard, en écoutant à l'époque des faits divers à la télé sur Jonathan Daval, avait dit sur le ton de la plaisanterie, puisqu'il ne fait que plaisanter, bien évidemment, il n'y a jamais aucun soupçon de vérité dans ses propos, hein. Il disait « Oh bah moi j'aurais mieux que lui ». Voilà, il n'est pas meilleur que Jonathan Daval, raille l'avocat. Donc justement, comme je disais, référence au fait que Cédric Jubilard aurait dit devant un reportage sur le mari d'Alexia Daval, condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de celle-ci, qu'il aurait fait mieux que lui. Ça reste à voir, hein, à l'issue du procès, en fonction du verdict qui sera donné.
On a tout vérifié, les échappés d'asile, les patients de la clinique, tous ceux qui ont fréquenté le réseau. Le réseau de quoi? Je ne sais pas. La défense a créé un brouillard de guerre, mais le téléphone de Delphine est resté au domicile, le sien étant éteint. On peut se moquer de tout, mais c'est la trame d'un récit. Ça donne de la chair au squelette du féminicide. Donc intéressant, comme ses autres confrères et consoeurs des partis civils, il avance la thèse du féminicide pour expliquer la disparition de Delphine du fait de Cédric Jubilard, selon lui. Le téléphone de Delphine est donc resté dans la zone de son domicile. Entendez ça, le sien étant éteint. Poursuit-il, rappelant qu'il a borné dans la zone du domicile jusqu'au petit matin du 16 décembre 2020. Et Marco, l'infréquentable Marco. Les détenus ne sont pas des semi-hommes, ils ont des principes. Des demi-hommes, pardon, ils ont des principes. Pas touche aux femmes, pas touche aux gosses. Ils sont capables de s'élever en disant « c'est too much ». Il lui dit « c'est moi qui l'ai tué. Je l'ai surprise en train d'envoyer un message à l'autre. » Il le livre, explique qu'il l'a enterré dans une ferme. Il demande de déplacer le corps et de faire croire que c'est l'amant. On ne fait pas ça si on est innocent. Ah, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre d'aller dire ce genre de choses quand on est totalement innocent. Qui peut croire qu'il a dit ça car il était saoulé? Ouais, ça, c'était son excuse, en fait, sa justification, c'était de dire, bah voilà, ce co-détenu, il n'arrêtait pas de me saouler avec ses questions. Je lui ai livré cette version pour qu'il me fiche la paix. Ouais, bien sûr, on a un peu du mal à y croire. Donc je reprends, pas vous, les internautes décérébrés, mais pas vous. Pas la justice, pas le peuple français. Et Jennifer, il lui a aussi livré son fardeau. Il a effacé Delphine, il ne l'a pas seulement tuée. Cela fait presque 1h30 que Laurent Boguet plaide, reprenant chaque réponse de Cédric Jubilard sur chaque élément du dossier. Laurent Boguet estime que Cédric Jubilard s'est organisé mentalement dans l'idée de mandater son co-détenu, Marco, pour aller transporter le corps de son épouse, dont il avait peur, au dire de celui-ci, qu'il finisse par ressortir avec les intempéries. C'est quand même bizarre cette histoire de... En fait, il a peur que le corps ressorte avec les intempéries. Donc ça veut dire que, si on suit ses propos, c'est qu'il l'a enterré à un endroit où le corps est susceptible de ressortir. C'est quand même étrange, hein. Mais en fait, il raconte tellement de bullshit. Il est tellement manipulateur, c'est tellement un menteur pathologique qu'on n'arrive plus à savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. On sait que dans chaque mensonge, il y a toujours une part de vérité, mais là, ce qu'il faudrait, c'est décerner où est cette part de vérité. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Bon, on voit vraiment que Maître Boguet essaye, je pense, de faire craquer Cédric en le poussant dans ses retranchements, mais je ne pense pas que ça fonctionne. Donc je continue. Certaines trahisons se payent au-delà du dernier souffle. Personne ne se recueillera. Personne ne se rappellera qui vous avez été. Il se tourne vers l'accusé. Rendez-leur Delphine, rendez-leur Delphine. Le silence qu'il a imposé par l'étranglement s'est prolongé par la disparition définitive. On ne se recueillera pas sur votre sépulture. Vous avez été tellement loin dans votre trahison qu'il vous efface. Il a effacé Delphine, conclut l'avocat. Et d'ajouter en haussant fortement le ton, rendez-leur Delphine, rendez-leur Delphine. Donc ça, c'est ce que j'avais dit, mais parce que je lisais les tweets d'un autre journaliste. Et c'est comme ça que conclut sa plaidoirie Maître Boguet. Il termine donc par ces mots. L'audience est suspendue jusqu'à 14h. Donc, reprise d'audience à 14h. Donc, cette fois, on va entendre les réquisitions du ministère public. L'avocat général va s'exprimer à la barre. Donc, c'est Nicolas Ruff en l'espèce. Donc, de retour en salle d'audience pour les réquisitions. Je n'ai pas l'éloquence de Maître Boguet.
Il me reste la précision et la simplicité. Je me suis dit, fais simple et rentre dans l'arène. Je descends car j'ai envie de parler à vous et uniquement à vous. Il regarde la cour. Seul votre avis compte. Et c'est à vous que je vais expliquer mon raisonnement qui me conduit à dire que Cédric Jubilard est coupable du meurtre de Delphine Ozaguel. Pendant ces 3 semaines et demie, on a étouffé sous le poids des ressentis. Cette affaire, vous en avez entendu parler partout. Vous en avez entendu parler à ne plus quoi savoir en penser, et c'est à vous de savoir quoi en penser. Vous n'avez pas le droit de faire une justice des on-dit, une justice fainéante. Il faudra oublier ce faux expert, ce politicien en quête de lumière, cette admiratrice de Cédric Jubilard, qui est là chaque jour. Vous allez devoir mettre un oui ou un non sur un petit bout de papier, et je l'espère, un chiffre. Je garde en tête la première fois où Stéphanie, la sœur de Delphine, est venue à la barre tout en retenue. J'ai regardé ses mains, agrippées à la barre du tribunal. Ses mains disaient beaucoup. La douleur d'avoir perdu sa sœur, le stress de vous parler, tout ce qui a induit chez elle, dont la charge des enfants qu'elle a récupérés. On ne s'attendait pas à cette horde de journalistes qui a encerclé Cédric Jubilard comme si on voulait apercevoir une bête de foire. Moi, je garde en tête un autre moment, quand les enfants de sa famille d'accueil sont venus. C'est la seule fois où il a souri. Ouais. On a vu Cédric Jubilard, pas la star du Tarn, pas le sale type qu'on nous a décrit. Je garde en tête la photo des enfants qui ont perdu leur mère et un peu leur père aussi. Et je garde en tête cette lettre de Louis. Cette lettre s'est retrouvée dans la presse et je trouve ça dégueulasse car c'est un gamin de 11 ans et pas une PUTE à clic. Cette histoire est la vie de vraies personnes. Alors, concernant effectivement la lettre écrite par Louis, elle a fuité dans la presse. Donc, elle n'a pas fuité toute seule par l'opération du Saint-Esprit. C'est forcément quelqu'un de la justice, je ne sais pas, magistrat ou avocat, qui l'a communiqué aux médias. Et dans ces cas-là, il faudrait savoir à qui ça profite. Peut-être que ça profite aux avocats des parties civiles. Je ne sais pas, parce que ça fait, évidemment, le fait de voir la lettre papier, l'écriture enfantine, écrite sur un cahier d'écolier, ça peut susciter une compassion. Donc, effectivement, c'était une lettre, je suppose, qui faisait partie de pièces qui sont communiquées dans le cadre du procès, de pièces qui doivent rester confidentielles, et cela n'a pas été le cas. Donc, je reprends. Cette lettre s'est retrouvée donc dans la presse. Pour tout vous dire, je croyais que l'ouverture de ce procès serait l'occasion d'en finir avec cette médiatisation à outrance. C'est plutôt tout l'inverse qui se passe. Et j'ai vu la convocation de l'ancien procureur de la République. J'ai pu lire qu'il lui fallait un coupable avant de partir. C'était travestir la réalité. Dans ce dossier, il n'a rien fait. On le fait venir en disant qu'il a pu influencer des témoins. Oui, c'est ce qui a été reproché la première semaine du procès, je crois, par les avocats de la défense de Cédric qui ont fait convoquer l'ancien procureur de la République. Vous n'étiez pas obligé de faire venir ce magistrat. Si on avait voulu parler du fond, on n'aurait pas fait venir ce procureur, mais les magistrats instructeurs, on aurait fait venir les parquetiers qui auraient agi dans le dossier. Alors, on ne va pas au bout de la logique, on parle d'un désastre judiciaire, mais on ne fait pas venir les vrais acteurs. On fait venir ce procureur pour mettre tous les magistrats dans le même lot, pour essayer de vous faire croire qu'on est vos adversaires. Ce n'est pas le cas. On veut créer la suspicion en vous faisant croire que notre seul but est de faire condamner Cédric Jubilard, mais c'est faux. On va peut-être essayer de nous déshumaniser, on s'en fiche. On va peut-être nous dire qu'on est des mercenaires de l'accusation, mais ce n'est pas vrai. Les avocats ont un mandat, celui de plaider ce que le client demande de plaider. Nous, on n'a pas de mandat. Nous, on est là pour vous donner notre analyse. D'ailleurs, petite parenthèse, les avocats généraux ne sont pas des avocats, ce sont des magistrats. Donc nous, on est là pour vous donner notre analyse, la nôtre. Je vais vous livrer des mots qui accusent, qui vont convaincre, de condamner. La détention est un lieu que je déteste. Je déteste l'ambiance, la façon dont on maltraite les détenus, par manque de moyens, et quand je me lève pour requérir, j'ai tout ça en tête. Je dois assumer toutes les conséquences que je vais dire.
On pourrait être de mauvaise foi, vous dire que le travail des gendarmes était parfait, mais c'est faux. Il y a cette erreur dans un tableau. Une erreur qui pour moi est insupportable. Insupportable car elle donne des armes à la défense pour critiquer de façon nauséabonde. Ah ouais, donc en fait, en gros, il dit que les accusations de la défense sont nauséabondes, puisque effectivement, ils se basent sur des détails, puisque sur le fond, ils n'ont pas de quoi attaquer, donc ils vont pinailler sur des détails, ce qui là, en l'occurrence, est faux. Le fait que le téléphone de l'amant n'a jamais borné à proximité du domicile du couple Jubilard, puisque c'était une erreur d'un gendarme qui a fait un copier-coller d'un numéro, etc. Donc ça n'a jamais borné. Donc c'est vrai que ça change, ça remet tout en perspective. Je dois assumer toutes les conséquences que je vais dire. On pourrait être de mauvaise foi, donc erreur dans un tableau. Une erreur qui pour moi est insupportable, car elle donne des armes, comme je disais, à la défense pour critiquer de façon nauséabonde. On veut que Cédric Jubilard soit bien jugé. Vous êtes là pour bien juger, pour juger comme vous aimeriez qu'on juge, pour vous former une intime conviction fondée sur un raisonnement. On a critiqué le raisonnement déductif qui aurait pu avoir pour effet de construire une culpabilité. L'idée c'est, il faut un coupable, ça ne peut être que Cédric Jubilard, faisons en sorte que ce soit lui. Mais la déduction est utilisée dans tous les dossiers criminels. Déduire n'est pas dériver, c'est l'essence de l'enquête criminelle. La justice ne fonctionne pas uniquement en se basant sur des preuves scientifiques incontestables. La justice fonctionne aussi sur des recoupements, des révélations d'incohérences. On va vous dire que le dossier est vide. Il est tellement vide que la défense a fait venir 30 témoins. Il y a bien un vide, un manque dans le dossier, le manque du corps de Delphine qui n'a jamais été retrouvé. Cédric Jubilard ne l'a pas trop cherché. Effectivement. Je ne vais pas en tirer d'argument car Don-Agent n'a pas pu chercher non plus. Cette absence de corps est l'espoir qu'elle soit encore en vie. C'est un fantasme. Elle n'a pas disparu, elle est morte. Je me suis demandé si elle avait pu abandonner ses enfants. On a le témoignage de la crèche qui dit que les derniers temps d'Elia étaient moins pris en charge. Et puis Delphine s'occupait moins de la maison. Elle était dévorée par une passion amoureuse. Vous savez, la passion qui fait passer l'essentiel pour quelque chose de moins essentiel, l'important pour le dérisoire. Mais même dans cette relation passionnelle, elle n'avait pas mis de côté ses enfants. Elle avait présenté ses enfants à Don-Agent. Elle aimait profondément ses enfants. Elle aimait Elia, elle aimait son fils. Ce n'est pas elle qui frappait Louis, c'est lui. Et le 15 décembre, elle était euphorique. Elle achète du vin avec Don-Agent, le rêve de vie commune commence à prendre forme. Elle avait acheté une voiture, elle devait voir ses amis. Elle avait plein de projets, cette femme. Elle avait des perspectives, elle ne s'est pas suicidée, elle n'est pas partie dans une secte, pas partie faire le djihad. Il y a toujours des têtes creuses qui peuvent se demander « Et si elle revenait ?» Elle ne reviendra jamais, cette absence ne prendra jamais fin. On vous parlera de cette absence de corps pour créer le doute. Ce n'est pas le premier à faire disparaître un corps. Le fait de dissimuler un cadavre doit-il permettre d'échapper à toute responsabilité? La réponse est non. Mais je ne vais pas le nier, cette absence de corps rend votre tâche plus compliquée. On n'aura pas le rapport d'un légiste. Mais les éléments du dossier convergent vers un sens unique, celui de Cédric Jubilard. Ça n'empêche pas la justice de travailler. On doit condamner quand les éléments convergent. On nous dit qu'il n'y a pas de scène de crime. Si on avait trouvé des traces de sang dans la maison, la cuisine, on nous aurait dit « Elle vit là-bas ». On n'en aurait rien tiré. Dire qu'il n'y a pas de traces de crime, c'est aussi dire qu'on peut tuer sans laisser de traces. Mais il y a des traces qui laissent penser qu'il y a eu un crime. Le sang sur le pyjama, les traces d'urine sur le jogging. Non, les traces d'urée, U, R et E sur le jogging, et cette marque sur le bras de Cédric Jubilard. Dire que ce dossier est vide, c'est ne pas voir que cette disparition intervient un jour précis, le 15 décembre. L'ambiance de cette soirée n'est pas une soirée cool, comme il dit. Ce soir-là, elle est sur le point de partir. Elle avait acheté une voiture, elle changeait le code de sa carte bancaire, elle voulait quitter sa vie de bidochon. Quand une séparation se passe bien, on ne fouille pas dans le téléphone de sa compagne, on ne cherche pas à saisir un détective privé, on ne scrute pas les dépenses de l'autre. Cette séparation fait souffrir Cédric Jubilard.
Il souffre en novembre, en décembre. Il l'a lui-même dit. Delphine a décidé de partir depuis un moment. Il y a la géolocalisation. Je suis certain que c'est ça qui l'a convaincu de partir. Elle lui envoie des messages. Je n'ai pas trouvé d'insulte. Il lui écrit « Je t'aime », elle l'encourage à terminer les travaux, elle le félicite quand il fait les travaux. Il vous dit qu'il y a pu y avoir des relations sexuelles. Je pense qu'il dit la vérité et que Delphine n'a pas dit toute la vérité à Don-Agent. Cette relecture des messages du mois de décembre montre une chose, c'est que Cédric Jubilard ne sait plus sur quel pied danser. Mais avoir une relation sexuelle est d'une banalité sans nom. Mais cette relation relance la machine. Cédric Jubilard recommence à espérer que la séparation n'aura pas lieu. Le divorce devient plus lointain, et l'annonce définitive de la séparation est encore plus violente. Le 15, qu'est-ce qui se passe? Don-Agent a officialisé sa décision de rompre avec sa femme. Ce 15, Delphine n'a plus le choix. Elle est dans une impasse car cet amant devient le futur homme de sa vie. Elle est obligée d'assumer cette relation. Ne pas faire serait trahir Don-Agent Maquet. Ce soir-là, il y a une bascule. Des mots viennent sceller le caractère définitif du départ. Ce soir-là, elle n'a pas d'autre choix que d'assumer la volonté de partir. Don-Agent a dit que Delphine avait peur de parler à Cédric Jubilard du départ. Elle a eu raison d'avoir peur. Et ça me fait penser aux déclarations de l'enquêtrice de personnalité. Quand il était adolescent, les ruptures se passaient mal. On les décrit comme un jeune qui n'a pas grandi, et ça colle à sa personnalité. Ce soir-là, il s'est comporté comme quand il était adolescent, et ça s'est mal passé. Delphine n'a pas vu venir les choses. Des personnes savaient qu'il avait envie de la tuer et de la faire disparaître. Vous n'allez pas m'entendre me dire qu'il avait prémédité son meurtre, mais vous allez m'entendre me dire que la plupart des crimes conjugaux annoncent leur crime. Alors, pas préméditer son meurtre, de la même manière qu'il reste à prouver qu'il y a bien eu meurtre, pourquoi il n'y aurait pas eu assassinat? Pourquoi il n'aurait pas prémédité son geste? Ça, malheureusement, il n'y a aucune preuve qui permette de l'affirmer, mais en tout cas, on peut se poser la question. La tension, l'animosité est telle que quand il échange avec sa mère, après la disparition, sa mère pense qu'il est l'auteur. C'est l'une de ses premières pensées. Dans l'esprit de Cédric Jubilard, l'idée de tuer sa femme existait. Dire que le dossier est vide, c'est ne pas voir qu'on est passé de la menace aux actes, c'est ne pas voir que ce soir-là, il est sorti de sa chambre après 23h45. Le dernier à avoir vu Delphine, c'est lui. On a les déclarations de Louis sur ce point. On n'a pas entendu Louis durant cette audience, mais on a sa lettre. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Dans ses auditions, il parle de violence. Et il est très précis. Il parle d'une empoignade devant le canapé. Il y a le sapin de Noël. On a vérifié. Il a pu voir ce qu'il a vu. Au fil de ses auditions, il se libère, et il se libère d'autant plus quand celui qui lui met des coups de savate n'est plus là. Dans ces 3 auditions, il dit qu'il a au moins entendu ses parents discuter, et ça c'est certain. Ce qui est certain aussi, c'est que Cédric Jubilard refuse de nous dire pourquoi il est sorti ce soir-là. Peut-être le moment où il a pu voir une photo, entendre « je te quitte ». Dire que le dossier est vide, c'est aussi ne pas voir les traces de violence, des lunettes. Il n'y a pas eu que des mots, c'est aller au-delà. On sait qu'il peut aller au-delà, avec Louis, avec sa mère. Et il l'a dit, quand on le prend pour un CON. Sur Don-Agent, il a bien dit qu'il lui aurait bien mis un coup de poing dans la figure. Et on retrouve ses lunettes complètement disloquées. Ces lunettes dont on sait qu'elle avait l'habitude de porter après la sortie de la douche. Que Delphine remette ses lentilles après la douche n'a aucun sens. Il louvoie sur ce sujet. On sait qu'elle avait ses lunettes le 11 pour travailler. Et on a cette expertise qui confirme un coup violent porté de l'extérieur vers l'intérieur. C'est lui qui a détruit ses lunettes, qui les a posées dans le bric-à-brac. Dire que le dossier est vide, c'est ne pas voir que la scène s'est terminée à l'extérieur. Il y a ses voisines qui ont entendu des cris de femmes, avec des aboiements de chiens. Ces cris, elle peut dire d'où ils proviennent, la maison des Jubilards. Il y a les déclarations de la fille de cette voisine, qui dit être sortie après la coupure pub, qui suit la scène de la guitare du film, donc après 23h05. Il est probable que c'est Delphine qui a crié. Mais c'est même certain.
dans ce quartier, une autre femme a-t-elle disparu ou a été agressée? Dire qu'il ne s'est rien passé ce soir, c'est ne pas voir que Cédric Jubilard a eu un comportement étrange. Ce téléphone qu'il éteint, alors qu'il ne le fait jamais, il ne l'a fait que 2 fois dans l'année. Il ne consulte pas non plus de site PORNO. Il vous dit qu'il était fatigué, mais non, il avait la tête ailleurs, il faisait autre chose. Et puis il y a le matin, où il regarde ses notifications, Badou et Le Bon Coin, et jouer à Game of Thrones. Il y a les pas du podomètre entre 4 et 5 heures du matin, alors que les gendarmes ne sont pas encore passés. Vous êtes très immobile, et ça ne vous ressemble pas. Vous dites ne pas être sorti, ne pas avoir crié pour ne pas déranger les voisins. Mais vous en moquez des voisins. Vous dites il y avait les enfants, mais on sait que vous sortez pour acheter des stupes. Vous ne sortez pas car vous savez où elle est. Et vous mentez, et encore à votre famille, à vos amis. On dit il n'est pas suffisamment intelligent pour mentir encore et encore. Donaghan le dit, d'autres aussi. Et on vous présente comme un imbécile, sauf que vous avez une intelligence pratique. Vous êtes même manipulateur, vous faites croire à Delphine que la géolocalisation, ce n'est pas vous, mais votre maman. A-t-on besoin d'être intelligent pour dissimuler un corps? Ne suffit-il pas d'avoir du sang-froid, de connaître le terrain, et d'avoir un peu de chance? Il le fait avec Séverine en parlant de la ferme qui a brûlé. On vous dit qu'il ironise, mais on peut aussi voir qu'il se libère. Et il le fait en détention. On a dit qu'il a été mis à l'isolement, que c'était inadmissible. On l'a placé en révélation dans les meilleures conditions pour le protéger des autres détenus. On l'a placé en révélation. Je pense qu'il y a une erreur dans le terme. On l'a placé en isolement, peut-être. En détention, il s'est passé la même chose qu'à l'extérieur, le crime parfait, le magicien. Et vous vous confiez à une seule personne, Marco. Ces révélations arrivent quand vous prenez des médicaments, car vous n'avez plus accès aux stupéfiants. Et vous le faites avec un détenu qui vous protège. Et on dit qu'il invente, mais il parle d'un couteau, alors que toute la presse sait que ce n'est pas le cas. On va dire qu'on ne peut pas croire ce détenu, mais il est droit dans ses bottes. Il s'engage, c'est lui qui dit les choses. Alors pourquoi il le fait? Peut-être tout simplement car il est touché par l'histoire de Louis et d'Elia. Et oui, un détenu peut devenir meilleur. On dit aussi qu'il aurait fait ça pour avoir une remise de peine. Donc là, il parle de pourquoi Donaghan, pourquoi Marco, son codétenu, aurait avoué tout ça aux gendarmes. Donc il le fait peut-être parce qu'il est touché par l'histoire des enfants de Cédric, parce que il aurait fait ça pour avoir une remise de peine. On dit qu'il est téléguidé par la gendarmerie. Mais alors, il est mal téléguidé. Pourquoi parlerait-il d'un couteau? Et il est libéré par 3 juges qui n'ont rien à voir avec ce dossier. Oui, parce qu'à un moment, on l'a soupçonné, soi-disant, d'être un indique chargé de faire parler Cédric Jubilard. Et il y a les révélations à Jennifer Cahuzac. Elle peut dire qu'il l'a étranglée. Delphine, qu'il l'a roulée dans une couette. Ah oui. Elle peut dire, donc ça c'est les révélations qu'aurait faites Cédric à Jennifer au cours d'un parloir et qu'il nie. Donc elle peut dire qu'il a étranglé Delphine, qu'il l'a roulée dans une couette et mise dans une voiture pour faire disparaître le corps. Là on dit c'est un mensonge complet et on évacue la relation qu'il y a entre eux. Ils ont été ensemble pendant 8 mois. Elle lui a offert une alliance qu'il porte encore. Elle parle de détails. Il faut bien connaître le dossier. L'histoire du parquet, il faut le savoir. On en parle une fois dans le dossier. Oui, c'est-à-dire que quand le médecin légiste, d'ailleurs qu'on n'a pas entendu au cours du procès, examine Cédric Jubilard et indique qu'il a décelé des égratignures, il dit que c'est en posant du parquet flottant, et comme par hasard, il parle de parquet flottant à Jennifer. La lésion sur le bras, cette lésion n'a intéressé personne dans le dossier. Et là, je suis bien d'accord avec lui. Je trouve qu'il aurait été quand même opportun d'avoir des éclaircissements supplémentaires sur cette égratignure. Est-ce que c'est une cicatrice qui était là depuis plusieurs années ou pas? On n'a pas vraiment de réelle explication. Il lui a raconté ce qu'elle a pu dire aux enquêteurs et refuser de le reconnaître donne toute la portée à ces révélations. Il s'est confessé à Jennifer Cahuzac, et si ça n'a pas de valeur, pourquoi il reprend contact? Il va dire c'est pour récupérer des vêtements, mais c'était quoi? Des guenilles. De toute façon, peu importe ce qu'on apportera comme élément,
ça ne sera pas suffisant pour la défense. Quoi qu'on apporte, ils auront la conviction profonde qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner Cédric Jubilard. Et oui, Cédric Jubilard, il faut le croire, même quand il dit qu'il y a un complot contre lui par la gendarmerie. On fabrique de la preuve, on dit qu'on oblige les gens à dire que la voiture est égarée dans le mauvais sens, que rien n'est fiable. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas vu le camion, on leur reproche, mais la vérité c'est qu'ils ne se souviennent pas. Il y a cette voiture qui est garée dans le sens de la descente le matin. Les voisins sont certains que la voiture a changé de sens. Si cette voiture a bougé dans la nuit, c'est nécessairement Cédric Jubilard qui l'a bougée. Il n'y a qu'une clé du véhicule. Si elle a bougé, pourquoi il ne veut pas nous dire qu'elle a bougé? Puisqu'on rappelle que Delphine avait l'habitude de se garer capot vers le haut, car c'était plus facile pour elle pour sortir les poussettes côté rue et pas côté du terrain en pente, ce qui paraît somme toute logique. Et le matin, alors que tout le monde a vu la voiture garée capot vers le haut, petit matin, elle était garée capot vers le bas. Il y a l'histoire de cette vitre entr'ouverte qu'on utilise pour décrédibiliser l'expertise sur la buée, mais l'expert dit que ça n'a pas d'incidence. Pourquoi est-ce que Delphine serait sortie? Pour sortir les chiens? Sauf qu'à 23h48, on a le voisin qui est dehors et qui ne voit personne. Il ne voit pas Delphine ni un rôdeur. Elle sortirait les chiens en pyjama? Elle n'en a rien à cirer des chiens. Elle serait allée rejoindre quelqu'un en pyjama? Un autre amant? Elle n'a pas d'autre amant. Alors ça serait Dona Jean Maquet? On n'a pas d'événement sur sa fadette. Il n'est pas à Cagnac. On va nous dire qu'on ne peut pas savoir s'il ne s'est pas déplacé. Il y a des éléments qui disent qu'il n'est pas sorti de chez lui. Le témoignage de sa femme, la domotique. On sait qu'à 6h52, le téléphone de Delphine est déverrouillé manuellement. Est-ce Dona Jean Maquet? Non, il est dans le Tarn-et-Garonne, comme Cathy Maillot. On peut essayer de trouver d'autres explications. Delphine qui serait restée dehors sans bouger, dans le froid de l'hiver, en pyjama. On peut parler du rôdeur. Le seul qui a intérêt à consulter ce téléphone, c'est Cédric Jubilard. Ce qui est intéressant, c'est son petit mensonge, dire qu'il n'a jamais été seul. On sait que ce n'est pas vrai. Il va vous dire qu'il n'a pas le code, mais peut-on le croire? On sait qu'un code, un schéma de déverrouillage, ça se découvre. Et il a déjà découvert par le passé. Vous n'allez pas me faire croire qu'elle parlait avec des hommes en laissant Cédric consulter son téléphone. Elle a toujours son téléphone et le seul moment où il peut assouvir sa curiosité malsaine, c'est après l'avoir tué. Alors oui, c'est lui qui a tué Delphine aux aguelles. Ce même Cédric qui peut paraître plus humain, comme quand il voit sa famille d'accueil. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Il n'y en a qu'un qui le sait, et c'est Cédric Jubilard. On ne vous demande pas de répondre à la question « Comment il l'a tué ?» De votre côté, vous avez besoin de répondre à deux questions. Est-ce qu'elle a été tuée? Et est-ce que c'est lui qui l'a tuée? Le chemin que j'ai parcouru, c'est lui que j'ai parcouru, et qui va vous emmener à prendre votre décision. Vous allez vous poser des questions comme je me suis posé des questions. Mais au bout du chemin, je n'ai aucun doute sur le fait que Delphine est morte. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est Cédric Jubilard qui a tué Delphine. Il est coupable. Je prononce ces mots qui accusent en les assumant pleinement. Donc en fait, je crois, mais je ne suis pas sûre. Mais la présidente en fait va demander ensuite aux jurés qui vont délibérer de répondre à deux questions, à savoir si Cédric Jubilard est coupable d'avoir donné volontairement la mort à Delphine. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme un meurtre. Et si il était conjoint de Delphine au moment des faits. Et si la réponse est oui aux deux questions, alors cela constitue une circonstance aggravante, puisqu'il s'agit d'un féminicide caractérisé, et dans ce cas-là, il peut être condamné à la même peine que pour un assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. Et donc, voilà. Je crois que c'est à ces deux questions-là que les jurés vont devoir se prononcer. Mais je ne suis pas totalement sûre, mais il me semble que c'est ça. Alors, je fais une petite parenthèse
parce que je me demandais comment ça se passait, les jurés d'assises, comment en fait ils déclarent coupable Cédric ou non coupable, etc. Donc j'ai trouvé un article intéressant là qui explique un peu comment ça se passe. Donc aux assises il y a 9 jurés et ils vont devoir répondre à 3 questions principales. Donc c'est la première question, donc le délibéré, donc ils vont délibérer vendredi prochain, donc ça peut durer plusieurs heures. La question cruciale, ça va être: est-il coupable du meurtre de Delphine? Et là, chaque juré doit répondre à bulletin secret oui ou non. Et pour que Cédric Jubilard soit déclaré coupable, il faut une majorité qualifiée de 7 voix sur 9. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 3 jurés qui répondent à cette question non coupable, il est acquitté. Ça, c'est instauré depuis la loi Dupond-Moretti en 2022, qui a instauré une majorité qualifiée de 7 voix sur 9 pour reconnaître la culpabilité. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Donc, il y a ça. S'il est déclaré non coupable, s'il est acquitté, donc il retournera quand même à la prison de Seyss où il est incarcéré provisoirement depuis plus de 4 ans pour des formalités administratives avant d'être remis en liberté. Si au contraire la majorité des jurés votent pour sa culpabilité, il faudra s'adonner à tout un ensemble d'autres étapes. Deuxième question à laquelle vont devoir répondre les jurés, c'est si donc il est déclaré coupable du meurtre de sa femme, existe-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes? Par exemple, le fait d'être conjoint de Delphine au moment des faits constituera une circonstance aggravante puisqu'on considérera que c'est un féminicide. Et dans ce cas-là, il pourra avoir une peine qui est similaire à un assassinat, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Et ensuite, troisième question, ça va être: quelle peine doit-on lui réserver? Donc là, chaque juré est membre de la cour, donc pas que les jurés, mais également les magistrats, devront inscrire sur un papier la durée d'incarcération la plus juste à leurs yeux. C'est un nouveau scrutin. Si la peine maximale sort au premier tour, c'est fini. Mais ce n'est pas aisé, car pour exiger la perpétuité, là encore, la majorité qualifiée de 7 voix est de rigueur. Les peines plus faibles, quant à elles, ne nécessitent que la majorité absolue, soit 5 voix sur 9. Donc 2 tours sont alors accordés. Si aucune peine ne ressort gagnante des 2 scrutins, le 3e tour écartera la plus forte d'entre elles. Dans le cas précis de Cédric Jubilard, il s'agit de la perpétuité, à savoir donc 30 ans de réclusion criminelle. Et donc le vote, la peine maximale retirée à chaque tour sans majorité. Donc ce qui est intéressant, c'est que la première question, donc la question cruciale, à savoir est-ce qu'il est responsable du meurtre de sa femme, il faut une majorité qualifiée. La majorité absolue, qui aurait été donc de 5 voix sur 9, ne suffit pas. Depuis le décret Dupond-Moretti, là, il faut 7 voix sur 9. C'est quand même énorme. Hein. Donc il a quand même, si les avocats de la défense réussissent à instiller le doute dans l'esprit des jurés, il se peut très clairement que Cédric Jubilard soit acquitté. Voilà. Et sachant que ça va se terminer par les plaidoiries des avocats de la défense qui sont particulièrement hargneux et particulièrement agressifs dans leur défense, ça peut instiller le doute. Et enfin, donc, dernier point, la peine maximale retirée à chaque tour sans majorité. Le vote devient donc dégressif. Les jurés ressortent de nouveaux papiers et recommencent en abaissant la peine maximale à 29 ans, puis 28, puis 27, 26, 25, jusqu'à ce que 5 voix s'unissent pour une sentence. À noter que le vote blanc peut intervenir pour les peines, mais qui joue en faveur de l'accusé. À ceux qui croiraient alors que c'est terminé, ceux-là n'ont qu'à bien se tenir. La même opération se renouvelle pour les peines complémentaires, telles que l'interdiction de conduire, par exemple.
Idem pour la durée et les modalités d'un suivi socio-judiciaire. Donc le verdict risque de mettre, à mon avis, très longtemps à être prononcé, hein, parce qu'il va y avoir je ne sais pas combien d'heures de délibération. Ça risque d'être super long. Donc je reviens aux réquisitions du ministère public. Cette fois, c'est donc au tour de Pierre Aurignac, avocat général, de prendre la parole. Ce que dit la bouche, c'est que c'est ce qui déborde du cœur. Je suis le 11e à prendre la parole, à reprendre des éléments déjà entendus pour vous aider à prendre cette terrible décision. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons avec le cœur, mais le cœur ne suffit pas. Il faut aussi la raison. Nous ne sommes pas l'accusation, nous sommes le ministère public, entre les parties civiles et la défense. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le ministère public aurait très bien, s'ils étaient convaincus de ça, requérir... non pas la culpabilité de Cédric, mais dire soyez convaincus de son innocence. Or là, il requiert ouais, que soit prononcée la culpabilité de Cédric pour meurtre. Donc, nous ne sommes pas l'accusation, nous sommes le ministère public entre les parties civiles et la défense. Je n'ai pas décidé ce qu'il fallait mettre en accusation de Cédric Jubilard. Ce sont des juges qui décident cela. Aucun dossier n'est jamais parfait. Un dossier avec des aveux, l'arme du crime, une vidéosurveillance, un auteur qui explique tout, ça n'existe pas. Il manque toujours quelque chose dans une procédure, toujours. La règle est de prendre en compte tous les éléments du dossier et de se forger une certitude. C'est ici que la justice se rend, pas en dehors de ses murs, pas dans la presse. Je ne critique pas la presse, mais le rôle de certains journalistes. Contrairement à Nadine et Cédric Jubilard, je ne regarde pas les émissions criminelles, je n'ai pas suivi ce dossier dans la presse, son épopée médiatico-judiciaire, mais j'ai dû m'y intéresser quand j'ai été nommée dans ce dossier. Je me suis aperçue à quel point ce dossier a intéressé l'opinion après avoir lu et relu ces 15 000 cotes. Cette affaire me rappelle l'affaire du petit Grégory. Depuis, pas grand-chose n'a beaucoup changé. On est passé de la maxime « les faits sont sacrés » et les commentaires sont libres, on est passé à tous les coups sont permis. Je ne redécouvre pas l'eau tiède en disant que les réseaux sociaux ont eu un effet loupe et que chacun a ensuite utilisé l'appui médiatique à la recherche de ses intérêts. Cédric Jubilard apparaissait très seul. Peu de monde est venu dire du bien de l'accusé. La solitude d'un Cédric Jubilard a suscité la compassion. C'est humain. Quand tout le monde crie au loup, il en trouve toujours quelques-uns pour s'opposer. Mais Cédric Jubilard est seul, sa mère est partie civile, il est seul. Il y a aussi de faux procès qui lui ont été faits, comme pour savoir s'il était travailleur ou pas. Il a fallu savoir qui paye le plus, qui paye le moins, comme dans une procédure de divorce, désolé si je froisse la partie civile, mais nous jugeons un meurtre. La défense a raison de dire que la bataille médiatique a été féroce, mais elle oublie de dire qu'elle a elle-même penché dans ce qu'elle reproche à ses contradicteurs. Il fallait pour elle que le directeur d'enquête soit puni, que le procureur soit puni. Quand on se base sur des éléments médiatiques, c'est qu'on n'est pas très à l'aise avec le dossier. Maître Martin disait « La conférence de presse est le péché originel de ce dossier. C'est une bonne formule pour la presse, mais cela signifie que ce qu'il y a avant, c'est bon. Et la défense nous parle aussi d'un complot. On peine à le voir. On aurait pu renvoyer Cédric Jubilard pour d'autres infractions pénales, le travail dissimulé, la consommation de stupéfiants, la conduite sans permis et surtout pour les violences infligées à Louis qu'il reconnaît. Mais il n'est pas poursuivi pour ça. Les gendarmes ne se sont pas intéressés qu'à Cédric Jubilard. Les gendarmes ont dépensé sans compter dans cette enquête des recherches, des expertises, des écoutes téléphoniques. En juin 2021, il y avait 2500 procès-verbaux. Alors on va dire qu'il fallait bien un coupable. La défense va encore plus loin dans le complot en disant que les gendarmes ont fait disparaître un procès-verbal, mais non, c'était une erreur. Donageant ne bornait pas à Cagnac les mines. Ce sont des éléments qu'on utilise en défense quand on n'a rien de mieux. Répéter dans la presse que le dossier est vide, ça ne sert à rien. C'est ici que ça se décide. Soyons sérieux. Quand on se persuade de quelque chose, on crée
un biais intellectuel et on cherche tout ce qui vérifie son hypothèse. La défense veut nous imposer son choix dans les témoins recevables et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il est arrogant, vulgaire et imbuvable? Qu'il est coupable? Non. Qu'il est innocent? Non plus. Mais en cour d'assises, on est là pour dire la vérité sur l'accusé. Et il est arrogant, vulgaire et imbuvable. Il est également violent avec son fils, addict au jeu et aux stupéfiants. Mais il a vraiment toutes les tares, finalement. Petite parenthèse. Mais en cour d'assises, on est là donc pour dire la vérité. Nous pourrions être étonnés d'une partie de la stratégie de la défense. Il dit qu'il n'est pas celui qui portait la culotte, qu'il était soumis à Delphine, alors que tous les témoins disent le contraire. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec les faits qui nous occupent. La défense est tombée dans les dérives qu'elle dénonce, nier pour nier. En attendant, la défense, elle s'en prend plein la figure pour pas un rond. Mais en tout cas, force est de constater que le ministère public fait un réquisitoire qui est très à charge contre Cédric Jubilard. Il le charge, mais à bloc, quoi. C'est vraiment très à charge. Ils sont tellement à charge qu'ils sont presque plus vindicatifs, je dirais, que les avocats des parties civiles, dont je trouvais les plaidoiries un peu molles, un peu trop mielleuses, à part Maître Batty qui a fait une très bonne plaidoirie. Mais là, je peux dire vraiment que le ministère public, il fait un sacré réquisitoire à charge contre Cédric. Cédric Jubilard est coupable du meurtre de son épouse. Je vais vous proposer le contraire sans nier les évidences. Partons du principe de l'innocence. Cédric Jubilard est innocent. La défense disait « Elle n'est pas morte, vous n'avez pas de corps, on observera que c'est vrai pour un médecin, mais pas pour le juge. Mais pour nous, rien ne nous oblige à trouver le corps. Si je passe de l'innocence, je me moque que Delphine est morte. Nous ne pouvons prendre que ce que nous dit Cédric Jubilard sur sa soirée du 15 décembre. Cédric ne cherche pas vraiment, il s'inquiète sans s'inquiéter, en fait le moindre de ses faits et gestes. En fait, le moindre de ses faits et gestes va être interprété. Je me suis demandé pourquoi tout le monde s'est mis à interpréter ses faits et gestes. J'ai compris en lisant le dossier. Car il ment en permanence. Il nous demande de le croire, mais il est pris en flagrant délit de mensonge en permanence. On est en droit de se demander pourquoi il ment. Il essaye d'entretenir un doute durant cette audience. Il déclare que sur sa première hypothèse, qu'elle est partie balader les chiens. Je ne sais pas l'heure qu'il était. Elle ne les a pas rentrés au sous-sol. Il va toujours maintenir cette version. C'est toujours possible aujourd'hui. 39 témoins disent que ce n'est pas possible. En effet, les témoins confirment que Delphine ne sortait pas les chiens le soir et que c'était Cédric qui avait l'habitude de le faire. Donc je reprends, rien ne rend crédible qu'elle ait sorti donc les chiens ce soir-là. Nous savons que l'accusé s'adapte. Il nous oriente sur une autre piste, sur plein de pistes qui nous éloignent de lui. Il parle des étoiles filantes. J'ai lu à l'accusé le rapport de Météo France et pourtant il continue de dire que c'est une possibilité. Il ment et il ment toujours. Oui, parce qu'à la rigueur, et ça c'est un fait, qu'elle ait pu contempler les étoiles filantes par une nuit chaude du mois d'août, bon, ça paraît possible, cohérent. Par contre, qu'elle se soit amusée à contempler les étoiles un mois d'hiver de décembre en plein confinement, alors qu'elle n'avait même pas d'affaires sur elle, et qu'en plus il devait faire un temps pourri, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Les cris des chiens, il dit que ce ne sont pas les siens, mais il n'en sait rien, il dort. C'est pourtant un élément intriguant, puisqu'effectivement, les voisines qui entendent des cris de chiens, il y a également les voisins les plus proches du domicile du couple, dont le mari, le voisin, indique avoir entendu les chiens aboyer dans la nuit, alors qu'apparemment ils avaient l'habitude de dormir dans le sous-sol. Et là, ils ont passé toute la nuit dehors et Cédric Jubilard prétend ne rien avoir entendu. Encore un élément intriguant, effectivement.
Nous avons des zones d'ombre de quelques points précis sur la chronologie. Et sur ces chiens qui aboient, et quel personnage féminin se trouve avec eux à ce moment-là? C'est Delphine. La défense ne peut pas renvoyer le chien pisteur dans sa niche. Lui, il ne peut pas mentir. Il sent ou il ne sent pas. Ce jour-là, les conditions pour suivre une piste sont idéales. Le chien ne s'arrête jamais. Il fait une boucle dans la campagne et il revient sur place. Elle n'est donc jamais ressortie vivante de chez elle. Le maître chien le confirme. Donc en fait, c'est vrai que là, on s'y perd un peu parce que le second avocat général, contrairement au premier, comme j'ai dit tout à l'heure, se lance dans un raisonnement inversé. C'est-à-dire, il part du principe que Cédric Jubilard serait innocent. Il invite donc les jurés à partir de ce principe, donc un raisonnement à l'envers. Et ensuite, il déroule les différentes explications de l'accusé sur la nuit du 15 au 16 décembre pour montrer que c'est pas vrai, enfin qu'il ment, que c'est faux. Mais il semble perdre son auditoire dans une démonstration alambiquée et prend le risque d'affaiblir les éléments d'enquête. Oui, à trop vouloir faire compliqué, je pense que on finit par embrouiller tout le monde. Hein. Il retombe peu à peu sur ses pieds pour revenir à une démonstration plus directe. Donc là, oui, il rappelle que le chien pisteur, et ça c'est un fait tangible, a montré que Delphine Ozaghel est rentrée dans la propriété et n'en est jamais ressortie vivante. Exit donc la balade qui tourne mal, exit la pluie d'étoiles filantes, toutes ces pistes émises par Cédric Jubilard. Il ne reste donc que la piste d'une agression au domicile. Les recherches ont été faites tout azimut, rien. Chaque fois que quelqu'un a été dénoncé, on a vérifié la piste. On ne commet pas des crimes sans raison, sans connaître sa victime, à moins d'un crime sériel, donc d'un crime d'un tueur en série. À part l'homme invisible, je ne vois pas qui pouvait passer entre les mailles du filet. Bon, en fait, Pierre Aurignac, donc l'autre avocat général, ne retombe pas sur ses pieds. Il ressort les noms de tous les suspects qui ont été évacués par l'enquête pour montrer pourquoi ils ont été disqualifiés. Mais son exposé est sinueux et remet chacun de ces profils dans la tête des jurés. Donc c'est la liste des suspects de l'époque à Cagnac-les-Mines. C'est pas sûr effectivement que ça plaide en faveur de l'accusation, hein, parce que effectivement ça remet en tête l'identité de potentiels autres suspects. Mais bon, donc il est dit des vérifications ont été faites sur ces suspects en question et nous n'avons trouvé aucun élément. D'accord. N'empêche que je ne sais pas si c'était vraiment très opportun de reparler de la liste des suspects potentiels, même si ceux-ci ensuite ont été écartés de l'enquête. Donc l'avocat général continue ses réquisitions assez tortueuses, contrairement au précédent qui était beaucoup plus clair dans sa position et vindicatif, puisque enfin voilà, c'était beaucoup moins brouillon, je trouve. Donc imaginons que la scène de l'enlèvement a lieu sous ses fenêtres. Même avec un sommeil lourd, comment expliquer qu'il n'entende pas les cris alors qu'il entend les pleurs d'Elia? Oui, effectivement. Ça paraît compliqué. Donc poursuit-il, continuant son raisonnement sur l'éventuelle innocence de l'accusé. Donc l'avocat général continue. Oui, mais il a probablement le sommeil lourd, Cédric Jubilard. C'est un forçat du bâtiment. Mais il faut m'expliquer comment Nora et sa fille, donc qui sont les voisines qui ont entendu les fameux cris, entendent les cris et les aboiements, et pas lui, alors qu'il est quand même réveillé par Elia dans la chambre à côté. Il est en train de perdre tout le monde là, en fait, parce que il veut tellement faire le raisonnement à l'envers pour justement démontrer que c'est pas possible que Cédric Jubilard soit innocent,
que on a l'impression qu'il fait pratiquement le boulot des avocats de la défense. C'est compliqué à suivre, hein, en fait. Là, il va tout faire foirer. Les autres avocats ont tellement bien parlé. Ouais, c'est ça, en fait. On a les avocats des enfants du couple Jubilard qui ont fait une plaidoirie super émouvante, qui vraiment était à charge contre Cédric et qui vraiment, ouais, c'était percutant, c'était émouvant. On a le premier avocat général, je crois que c'est Maître Boguet, qui a fait aussi de belles réquisitions. Et puis lui, à la fin, on dirait qu'il est en train de tout s'aborder, quoi. Son raisonnement par l'inverse, là, c'est en train de retourner le cerveau à tout le monde, j'ai l'impression. Bref, ça devient compliqué à suivre. Alors, l'avocat général semble enfin quitter son raisonnement par l'absurde pour revenir à une démonstration plus classique sur le sens du stationnement de la 207 de Delphine Ozaghel les 15 et 16 décembre 2020. Ce qui trahit le plus les gens dans ces dossiers, ce sont leurs habitudes, déclare-t-il. Il rappelle que Cédric Jubilard a pu dire que son épouse pouvait garer sa voiture dans les deux sens. Mais il est le seul à dire cela, pointe-t-il. Les voisins et la meilleure amie de la disparue affirment qu'elle se garait toujours capot vers le haut et que c'était bien le cas le 15 décembre au soir, alors que le véhicule est retrouvé capot vers le bas le 16 décembre au matin. Alors ce n'est pas parce qu'il s'est garé dans l'autre sens qu'il a tué Delphine. Mais encore une fois, il a menti, ajoute-t-il, affaiblissant de nouveau sa propre démonstration. Ouais. Il n'avait pas besoin de rajouter ça. Il n'avait pas besoin de rajouter la phrase, parce qu'on rappelle que lui, il partage l'avis de l'autre avocat, avocat général, qui est que, pour eux, Cédric Jubilard est coupable du meurtre de Delphine. Or là, il fait une démonstration qui n'est pas très pertinente. Il n'a pas besoin de rajouter « ce n'est pas parce qu'il s'est garé dans l'autre sens qu'il a tué Delphine ». Bah, excuse-moi, mais déjà, Cédric, il ment. Bon, ça, c'est un mythomane pathologique, hein, visiblement. Il dit qu'il n'a pas bougé de la nuit, qu'il est resté dans son lit en train de dormir. Or, si la voiture a changé de sens, c'est bien parce que c'est lui qui l'a changé de sens. Et pourquoi il s'amuserait à se balader en pleine nuit si ce n'est pour éventuellement se débarrasser d'un corps. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, déjà avec sa démonstration par l'absurde, je pense qu'il a perdu tout le monde. Et là, il continue en fait à instiller finalement le doute, hein, dans l'esprit des jurés. Hein. L'avocat général aborde ensuite la question de la branche manquante de la paire de lunettes de Delphine Ozaghel retrouvée sous le canapé du salon. Ces lunettes prouvent qu'il y a eu une action violente au cœur de cette maison. Pensez-vous un instant que si Delphine les avait cassées elle-même, elle aurait laissé la branche coincée entre le mur et le canapé? Cela signifie donc que ces lunettes ont été brisées dans une action violente, dont Delphine ne s'est jamais relevée, estime Pierre Aurignac. Là, il n'a pas tort, effectivement. Si Delphine avait cassé ses lunettes, elle-même, elle aurait ramassé la branche, hein, qui était tombée, et voilà. Bon, de toute façon, ça a déjà été dit par un expert que les lunettes n'ont pas été cassées simplement en tombant par terre ou parce que la branche s'était totalement dévissée, mais que ça résultait bien d'un coup violent de je sais plus quoi, je crois 83 joules, qui venait de l'extérieur vers l'intérieur. Donc effectivement, ça résulte d'une action violente. Il revient sur les pseudo-aveux de Cédric Jubilard. Se laisser aller à des confidences sur le meurtre qu'on a commis peut paraître stupide, il faut être idiot. Mais quand on porte le secret, cela s'est déjà vu qu'on pouvait avoir besoin de s'en libérer. Note. Donc l'avocat général poursuit. Pour que Cédric reste innocent, il fait taire 19 témoins, 4 experts et tuer le chien pisteur. Ah oui, puisqu'il considère que tout ça c'est du bullshit. Du bullshit.
c'est faux, archi faux. Tout le monde ment hein, dans ce procès, tout le monde ment. Les témoins mentent, les experts mentent, les gendarmes ont fomenté un complot contre lui. Tout le monde est contre lui, hein, c'est Cédric Jubilard seul contre tous. Si on peut regretter certaines lacunes de l'enquête, cela n'enlève en rien des éléments recueillis dans le dossier. Nous pouvons prendre cette affaire par tous les bouts, nous arrivons toujours au même résultat, à la culpabilité, considère-t-il. Alors, spoiler alerte, parce que c'est vrai que ça... ces réquisitions, elles durent, et on aimerait bien savoir à quoi ça va aboutir. Enfin, on sait hein, que ça, pour eux, Cédric est responsable du meurtre de Delphine, mais donc... On pensait que Pierre Aurignac allait enfin prononcer la peine requise par le ministère public, mais le magistrat repart sur le contexte de tension dans le couple Jubilard et la volonté de Delphine Ozaghel de divorcer. D'accord. Parce que, en fait, à la fin des réquisitions du ministère public, enfin à la fin de leur plaidoyer, c'est pas des plaidoiries, mais à la fin, ils doivent requérir le montant, quelle peine ils veulent prononcer à l'encontre de Cédric Jubilard. Et pour l'instant, cette peine n'est pas encore prononcée, donc il continue son réquisitoire. Quand il perd la maîtrise, il perd la mesure, a dit l'expert psychologue. L'avocat général rappelle les menaces de mort que l'accusé aurait proférées à l'encontre de son épouse devant plusieurs témoins. Si Delphine me quitte un jour, je serai capable de TUR, je la TUERAI. Voilà. Moi, je ne crois pas à l'homme machiavélique qui se complaît dans cette mélasse médiatico-judiciaire. Il a commis des erreurs, mais ensuite, c'est devenu une succession d'actes manqués, considère Pierre Aurignac. Il le cache bien, mais je crois que c'est un homme rongé par ce qu'il a fait, estime-t-il. Il ne veut pas garder le terrible secret, alors il s'agite. Il faut quand même savoir que le deuxième avocat général requiert depuis plus de 1h45 et que les jurés et le public en général commencent à fatiguer sérieusement. Donc là, on attend, tout le monde attend apparemment impatiemment que les peines soient enfin prononcées. Le crime parfait n'est pas celui dans lequel on ne retrouve pas la victime, mais celui où le coupable ne se fait condamner. Attendez, je recommence, parce que c'est pas clair la phrase. Le crime parfait n'est pas celui dans lequel on ne retrouve pas la victime, mais celui où le coupable ne se fait condamner et vous allez être condamné. Ouais. Bah, d'accord, mais viens-en au fait là, parce que, enfin, viens-en à la fin. Parce que ça devient vraiment, ça finit par être imbuvable, hein, force la réquisition. Là. Pour fixer la peine à prononcer, il faut d'abord partir du maximum. La loi décide que le meurtre est passible de 30 ans. Lorsque le meurtre est commis par le conjoint, il est passible de la perpétuité, observe le magistrat. Pour autant, la perpétuité ne doit être, à notre sens, réservée qu'à des récidivistes ou des faits sériels ou des actes de torture et barbarie. Ce n'est pas parce que le battage médiatique est fort que la peine doit être plus forte, estime Pierre Aurignac. Pour autant, il est selon lui coupable de faits abjects, injustifiables, inexcusables, si chaque séparation, chaque tromperie devait se terminer à la morgue. L'avocat général revient sur son enfance difficile. Voici un homme qui a manqué d'amour et qui en cherchera toujours. Mais il est aussi un homme qui a maltraité son épouse pendant des années. C'est encore un homme qui a tué, qui s'en vante, qui insulte la mémoire de celle qui l'a supprimée. Il est impulsif, colérique, capable de manipulation. Il faut une réponse pénale extrêmement ferme. Il a donc un profil inquiétant, puisque décrit par les experts psychologues et l'expert psychiatre comme impulsif, colérique, avec un sentiment de toute puissance et psychorigide. De plus, il aurait fallu qu'il regrette son acte. En supprimant et en dissimulant son cadavre,
l'accusé a fait en sorte que Delphine ne soit plus rien. L'avocat général appelle à le déclarer coupable des faits de meurtre qui lui sont reprochés et à le condamner à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Voilà, je demande de lui infliger la peine de 30 ans de réclusion criminelle et que l'audience civile lui retire son autorité parentale. L'audience est suspendue, reprise demain à 9 h avec les plaidoiries des avocats de la défense. Donc voilà, le ministère public a requis la peine maximale pour Cédric Jubilard, à savoir 30 ans de réclusion criminelle. Eh bien, c'est donc la fin de cette journée d'audience très riche en rebondissements et très longue. Donc, si ma vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, à commenter, à la partager, à vous abonner, c'est encore mieux, ça aide au référencement de la chaîne et ça booste l'algorithme des vidéos sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter cette journée d'audience. Force est de constater que les avocats généraux eh bien, requièrent donc le maximum pour Cédric Jubilard, la peine maximale. Ils estiment donc que Cédric Jubilard est responsable du meurtre de Delphine. Donc à voir comment se passe la plaidoirie des avocats de la défense qui promet d'être très sûrement percutante et hargneuse, hein, à leur image. En même temps, ils font leur boulot. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais poster cette vidéo, je pense qu'il va être encore assez longue. Donc vous la verrez là dans la soirée. Je vous dis donc à demain pour la vidéo concernant le compte-rendu d'audience du jour 17. On sera, je crois, le 16 octobre et donc on entendra les avocats de la défense. Je vous dis donc à demain, donc à très bientôt et affaire à suivre.